Il y a 5 ans, si on m'avait dit qu'un jour je dirigerais un programme de MMA et de kickboxing, je n'aurais pas cru cette personne. Parce que je viens du jiu-jitsu brésilien. Et bien que j'ai boxé et fait du Muay Thai au début de ma vingtaine, j'ai jamais vraiment aimé la façon dont on enseignait les sports de frappe. J'ai appris à frapper sur un sac, j'ai appris à tenir des mitaines, à répéter des combinaisons, mais tout ça me lassait. Je paraissais bien en faisant du shadowboxing devant un miroir, mais moi ce qui m'intéressait c'était de me battre. Le fait d'être devant un autre être humain qui essaie de me dominer, qui change de distance, qui essaie de me feinter, qui m'attaque, qui m'oblige à m'adapter. J'avais aussi commencé trop tard les arts martiaux pour rêver sérieusement de passer professionnel. Et parallèlement à ça, j'allais à l'université, j'avais très peu d'intérêt à accumuler des coups inutiles à la tête juste pour participer aux séances de sparring. Scott Seavright a changé mon idée de ce que la pratique de la frappe pouvait être. Scott est l'entraîneur-chef MMA et striking de Primal MKE, un club d'arts martiaux situé à Milwaukee aux États-Unis. Il est l'un des entraîneurs qui a le plus contribué à amener l'écologie dynamique dans les arts martiaux mixtes. J'ai écouté son podcast pendant des années et en novembre 2025, je suis allé le visiter. Ce qui m'a frappé, c'est que ces athlètes pouvaient passer énormément de temps dans des situations de frappe vivantes et interactives sans faire des coups à la tête le prix d'entrée. Ce qu'il appelle le shoulder tag, la tag d'épaule et d'autres substitutions de cibles nous permettent de préserver l'interaction tout en changeant les conséquences de se faire toucher. C'est ce que j'ai appris en écoutant Scott et maintenant par l'entremise de ma pratique dans ma propre école d'arts martiaux. Sans l'exemple de Scott, je pense pas que j'aurais un jour bâti mon propre programme de MMA. Ce que tu t'apprêtes à regarder a été filmé pendant une édition MMA de l'accélérateur martial, notre programme de résidence d'athlètes qu'on organise au Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec depuis maintenant 2 ans. Joey Morancy, fondateur de Click MMA, une école d'arts martiaux à Gatineau, est l'un des premiers au Canada à adapter l'approche écologique pour l'enseignement des arts martiaux mixtes, était présent avec moi pendant toute la fin de semaine. Le groupe que vous allez voir est mixte. Certains pratiquants s'entraînent depuis quelques mois seulement, d'autres ont plus de 15 ans d'arts martiaux derrière eux. Certains veulent faire des combats amateurs, d'autres sont des hobbyistes, mais il n'y a aucun professionnel actif dans cette vidéo. En termes de niveau, je dirais que le groupe est un groupe intermédiaire. Et cela est important parce que je ne cherche pas vraiment à demander si cette méthode peut faire bien paraître un athlète exceptionnel. Je me demande si des gens ordinaires qui s'entraînent régulièrement peuvent devenir de meilleurs combattants dans un environnement vivant, compétitif, représentatif, tout en réduisant radicalement la fréquence à laquelle ils reçoivent des coups à la tête. Donc voici comment cette vidéo est construite. D'abord, je vous montre un jeu que vous pourrez amener directement dans vos cours d'arts martiaux. Ensuite, vous regarderez ce même jeu appliqué en direct sur une vingtaine de minutes. Un jeu comme celui-là vient d'une approche par contrainte. Son rôle est simple, donner à chaque athlète une intention claire et quelques contraintes, et laisser ces contraintes pousser l'athlète à explorer une dynamique particulière sans que j'aie à dicter un seul mouvement. Ici, les deux rôles sont volontairement asymétriques. On a un frappeur qui travaille surtout en ligne droite, qui cherche à fermer la distance et à connecter sur le haut du corps, et un autre qui travaille en arc, cherchant des angles et s'en servant pour frapper et accéder aux jambes. Donc on a deux intentions asymétriques, une même forme de problème à résoudre. Avant que j'argumente, je vous invite simplement à regarder la vidéo. Regardez la distance, le timing, les citations, les feintes, les tentatives ratées et les ajustements, et posez-vous une seule question. Est-ce que ça ressemble à un combat? Ce qui va être le premier jeu, okay, vraiment dans le même esprit de ce qu'on a fait hier. Je peux-tu faire avec toi, Jean-Félix? Donc, on va avoir un joueur dont les cibles traversent le corps du partenaire en deux. D'accord? Donc, moi, mes cibles vont être la ligne médiane, donc ce qui divise le corps de mon partenaire en deux. Donc, ça peut être aussi bien mes pieds que ça peut être mes poings, mais je cherche toujours à m'aligner entre les bras de mon partenaire. D'accord? Si vous êtes, autre chose, entre les jambes aussi. Okay? Donc, entre les jambes, dans le milieu du corps. D'accord? Moi, je sépare le corps en deux. Moi, je suis celui qui vise dans le milieu du corps. Puis, on a un autre joueur qui, lui, de son côté, va viser plutôt l'extérieur. Okay? Puis, il va viser le flanc aussi. Okay? Donc, le flanc aussi. D'accord? Dès le début, vous pouvez utiliser vos pieds, vos mains. Et ensuite, pour les éléments de lutte. D'accord? Donc, dès le premier palier, vous avez les possibilités de lutter avec le partenaire. Quand vous cherchez à frapper le flanc, okay, vous cherchez à connecter des mains autour du bas du corps. Okay, n'importe où, le bas du corps. Quand vous frappez plutôt le milieu, okay, disons que c'est moi qui frappe le milieu, vous cherchez à connecter vos mains
dans cet espace-là. Okay? Donc, si vous frappez plutôt le milieu du corps, l'espace entre les jambes, votre but, c'est de vous frayer un chemin entre les bras du partenaire pour venir connecter en haut des hanches. Si vous frappez plutôt le flanc, vous êtes celui qui cherche les angles, puis vous êtes plutôt en train de connecter les mains en bas. Okay? Donc, le jeu se termine dans le premier palier quand quelqu'un connecte les mains. Deuxième palier, là, il s'agit d'entraîner le partenaire sur ses mains. OK? Ou tout simplement déconnecter une ou deux jambes pendant 3 secondes. D'accord? Donc, si je suis derrière mon partenaire, ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Mettre ses mains à terre. OK? Donc, ça prend une jambe qui lève, une ou deux jambes qui lèvent, ou des mains qui touchent le sol. Et finalement, dans le dernier palier, il faut essayer de connecter une hanche ou une épaule à terre pendant 3 secondes. D'accord? Donc, on va un petit peu plus loin, on se rapproche du sol, on connecte les hanches et les épaules. D'accord? Donc, on ne parle pas aujourd'hui de structure, on ne vous impose pas de structure avec vos bras, mais on vous donne des cibles qui sont contraires, complémentaires. Et dernière chose, je vous proposerais tous qu'on fasse la séance sans touche à la tête. D'accord? Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va viser les épaules à la place comme des cibles de substitution au menton. D'accord? Donc, mon partenaire a son épaule, son menton, c'est juste à côté. D'accord? Donc, j'essaie de toucher l'épaule ici. C'est vraiment important pour que ce type de contrainte-là fonctionne, que vous la preniez au sérieux, puis vous n'essayez pas de vous faire toucher les épaules. OK? Parce que ça fait pas mal de se faire frapper l'épaule. OK? Fait que je ne peux pas être là en train de faire des coups aux épaules en avançant vers lui. Il faut vraiment que je fasse comme si c'était mon menton, puis que je protège mes épaules. D'accord? Donc, on va commencer avec ça pour tous se donner l'occasion de tester cette méthode. Je vous invite à trouver un partenaire. On est 10 minutes dans le même rôle avec les mêmes cibles. C'est vous qui choisissez quand passer au prochain palier. On se trouve une zone puis on commence. OK? 3, 2, 1. Si vous sortez de votre zone, vous préservez le combat. Remarquez que personne ne connaît le prochain geste d'avance. Personne ne s'est fait dire quelle combinaison lancer. Personne ne nourrit une réaction préparée. 2 personnes essaient de résoudre un problème et chacun essaie d'empêcher l'autre. C'est ce qu'on veut garder en tout temps. En écologie dynamique, l'habileté, ce n'est pas la copie d'un mouvement idéal. Le mouvement émerge de la relation entre l'athlète, la tâche et l'environnement. Et des corps différents, naturellement, produisent des solutions différentes. C'est pour ça qu'ils ne se ressemblent pas tous. Certains se battent avec les mains hautes, d'autres avec les mains basses, avec le corps droit ou penché par en avant. Certains résoudent les problèmes par la vitesse, d'autres par la pression, la longe, le rythme, la feinte. L'expertise ne consiste pas à ressembler à son entraîneur ou à un athlète qu'on aime. C'est continuer à résoudre des problèmes que le combat pose en temps réel avec le corps et les moyens que vous avez vraiment. Un cadre scientifique révisé par les pairs publié en 2024 défend exactement ce type de pratique, représentative, interactive, où l'entraîneur manipule des contraintes au lieu de prescrire chaque geste et mouvement de l'athlète. Scott Seavright en est l'un des co-auteurs. Toute pratique est déjà un compromis. Il y a un paradoxe au cœur de tous les sports de frappe. La compétition ne peut jamais être reproduite à l'entraînement. Le soir d'un combat, quelqu'un cherche à vous blesser, à vous assommer. Il y a l'adrénaline, la fatigue, la foule, un adversaire qui est préparé spécifiquement pour vous. Reproduire cela à l'entraînement est impossible, car ça mettrait en danger la santé de nos athlètes. Donc le vrai débat, ce n'est pas réaliste contre irréaliste. Toute pratique est déjà une version réduite de la réalité. La seule vraie question, c'est quelle partie de la réalité choisit-on de garder? La pratique traditionnelle choisit de garder la capacité de frapper fort. Les sacs, les mitaines, en gros, ça sert à ça, et ça peut avoir son utilité, notamment sur le plan du conditionnement physique. Je ne dis donc pas qu'il faut jeter ces outils à tout prix, mais quand vous avez un autre humain devant vous, dans votre salle d'entraînement, la chose la plus précieuse que vous pouvez faire, c'est de laisser l'humain se comporter en humain. Car un sac ne change jamais d'idée, une mitaine n'a pas d'intention, un partenaire vivant, lui, en a. Notre compromis va donc dans l'autre sens. On réduit le dommage de certaines frappes pour garder l'interaction vivante. On sacrifie les dégâts avant de sacrifier la vie du combat. Pourquoi la tête est différente? Il y a aussi une raison médicale assez évidente de traiter la tête à part. Dans les sports de combat, frapper à la tête fait partie des objectifs. C'est pour ça que l'Association of Ringside Physicians recommande une gestion des commotions cérébrales plus stricte qu'ailleurs en s'appuyant sur les données
qui relie l'exposition, en combat comme en sparring, à des changements cognitifs, d'équilibre et d'imagerie cérébrale. Le sparring de tous les jours compte. Dans une étude, des boxeurs amateurs ont fait 3 rounds de 3 minutes. Après, on a mesuré des changements temporaires dans la fonction motrice, le recrutement musculaire et la mémoire. On parle ici de rounds ordinaires, pas de commotion cérébrale diagnostiquée. La recherche récente montre que ce sujet est complexe. Les athlètes réagissent différemment au coup à la tête et toutes les séances ne laissent pas de traces. Mais cette incertitude est une raison d'être plus prudent, pas une raison d'ajouter de l'exposition en prenant tout cela à la légère. Et la compétition en fournit déjà beaucoup. Une analyse de 2488 combats à l'UFC a relevé en moyenne plus de 2 frappes significatives reçues à la tête par minute. Mon principe est très simple. Un combattant recevra des coups à la tête quand le sport l'exige. Mon travail, en tant qu'entraîneur, est de décider quand ces coups sont vraiment nécessaires et lesquels ne sont qu'une habitude qu'on a héritée de la tradition. Je dis parfois que la tolérance du cerveau aux impacts est une ressource limitée. C'est une image, une métaphore, mais celle-ci a une certaine valeur. Rien ne prouve qu'à force de se faire frapper, le cerveau devient plus résistant. Et l'historique des KO compte. Une analyse de l'UFC en 2026 en a fait le meilleur prédicteur à lui seul des défaites par KO à répétition. Le coaching est une responsabilité à long terme. Pour moi, ce sujet n'est pas juste médical, il est aussi éthique. Quand quelqu'un franchit la porte de mon gym, il me confie plus que l'entraînement du soir. Les jeunes, surtout, sont souvent prêts à échanger leur santé de demain contre une expérience intense aujourd'hui. Ils veulent faire leurs preuves, ne pas avoir l'air d'avoir peur. À 19 ans, on accepte des risques que la même personne à 38 ans jugerait bien différemment. Un coach, ça doit penser plus loin que l'athlète devant lui. Et la grande majorité des gens qui entrent dans un gym de MMA ne gagneront jamais leur vie à se battre. Ils vont devenir parents, enseignants, ils vont travailler de leurs mains, ils vont travailler dans différents domaines. Et les arts martiaux doivent rester un chapitre de leur vie dont ils se souviendront avec gratitude. Pas une période de leur vie où un entraîneur a dépensé leur santé sans y penser parce que c'était juste la culture ambiante. Et tout cela ne s'oppose pas à la performance. Si on veut développer un athlète sur 5, 6, 7 ans, il faut avant tout que cet athlète soit capable de continuer à s'entraîner sur le temps long. Et on ne performe pas le long d'une carrière à laquelle on n'a pas survécu. Le contact doit être progressif. Les autres sports de contact ont compris le concept de progression. On n'apprend pas le hockey à un enfant en lui montrant d'abord à survivre à une mise en échec. On le laisse patiner, jouer, sentir l'espace, percevoir les coéquipiers autour de lui, ses adversaires. Bref, le sport existe avant qu'on y ajoute ces éléments de collision les plus violents. Le combat peut fonctionner pareil. Vous pouvez apprendre à lire la distance avant que quelqu'un cherche à vous commotionner. On peut apprendre les sorties, les entrées, les feintes, la défense, apprendre à se déplacer contre un adversaire en mouvement, à lutter contre des frappes, l'art de faire rater l'autre. Et tout ça, on peut le faire contre quelqu'un qui veut vraiment vous battre. Ensuite, quand le contrôle est là et que les besoins de compétition arrivent, on peut ajouter le contact à la tête, mais par dose choisie. Rien de ça ne veut dire de ne jamais toucher à la tête. Ça veut simplement dire refuser d'en faire le prix d'entrée d'une vraie pratique de frappe. Le contrôle doit exister en mouvement. On a un jeu de diagnostic qu'on appelle la tag silencieuse ici au gym. Toucher la cible avec la main ou le pied sans faire de bruit contre quelqu'un qui bouge. Et cela est bien plus dur que ça en a l'air. Est-ce que l'athlète arrive à toucher sa cible sans la traverser? Est-ce qu'il s'est décéléré, surtout sur un coup de pied où il y a plus de masse en mouvement? Est-ce qu'il garde le contrôle quand son adversaire change soudainement de direction? Et ce dernier point est crucial parce qu'une frappe, même contrôlée, peut devenir une collision si l'adversaire devant nous avance au mauvais moment. Et le contrôle, ce n'est donc pas simplement d'être capable de frapper doucement, c'est surtout une habilité à percevoir, à ajuster son geste pendant que la relation entre deux corps en mouvement change sans arrêt. Ce n'est qu'une fois que ce contrôle a été démontré que je m'intéresse vraiment, ou que je considère plutôt la possibilité d'augmenter le contact à la tête. Et même là, il faut toujours garder en tête que le risque ne sera jamais zéro. Le consentement doit se renouveler. Le contact à la tête, c'est aussi quelque chose que l'athlète doit pouvoir renégocier d'une séance à l'autre. Un combattant peut choisir des touches contrôlées à la tête 1 ou 2 fois par semaine et travailler aux épaules le reste du temps.
On peut avoir mal dormi, avoir eu une grosse journée au travail et vouloir quand même s'entraîner sans accepter le risque de recevoir des coups à la tête. Et cette personne-là, qui est hésitante, ben, je la veux dans le gym. Je veux pas que son choix se réduise à prendre des coups à la tête aujourd'hui ou rester chez soi. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Le statut dans un gym influence le consentement. Mettez un jeune combattant en équipe avec un vétéran plus fort, plus expérimenté et demandez aux jeunes de s'entendre sur l'intensité. Personne ne va avoir l'air de l'être le plus faible. Alors parfois, même que ça m'arrive assez souvent, je vais imposer des pratiques avec frappe aux épaules seulement, à tout le monde. Car je sais qu'une règle peut protéger celui qui n'a pas encore l'assurance de demander à être protégé. Choisir moins de contact à la tête ne dit rien sur le courage d'une personne. Ça décrit juste le type de pratique qu'on choisit ce jour-là. Une minute. L'intensité n'est pas la violence. Une autre objection qu'on entend souvent. Sans la peur de se faire frapper au visage, personne ne réagit pour vrai. Et je pense que cette idée confond le danger avec l'intensité de la compétition. Pensez à des enfants qui jouent à la tag. Personne n'a besoin de les menacer d'un traumatisme crânien pour qu'ils évitent désespérément de se faire toucher. Donnez à deux personnes compétitives un objectif clair, une vraie opposition, des conséquences qui comptent dans le contexte d'un jeu, et vous verrez que l'intensité peut arriver très vite et toute seule. Le combat de haut niveau n'est pas sophistiqué parce que les coups à la tête font mal, ça tout le monde le sait. Le combat est sophistiqué parce que on lit l'information, on apprend à gérer la distance, on apprend à cacher ses intentions, à provoquer des réactions, à exploiter des transitions, à rester fonctionnel sous pression. Le vrai raffinement du combat, c'est celui d'être capable de résoudre le problème que pose un être humain qui veut nous dominer. Enlever les coups routiniers à la tête ne rend donc pas le MMA moins exigeant. Ça fait simplement déplacer l'exigence, moins prouver qu'on est capable d'encaisser, percevoir davantage, montrer qu'on est capable de s'adapter et de résoudre des problèmes vivants. Le plaisir, la stimulation, la motivation. Il y a une chose que je n'ai pas assez mise de l'avant, et c'est peut-être la plus importante. S'entraîner comme ça, c'est stimulant, c'est motivant. Et c'est pas un plaisir qui est superficiel. C'est un plaisir qui vient du fait d'être stimulé à un vrai problème face à un autre être humain qui est toujours changeant, qui nous offre toujours des répétitions différentes. C'est un jeu. Et le jeu, c'est ce qui, à mon avis, crée le plus la motivation intrinsèque, l'envie de revenir à l'entraînement. S'acharner sur des sacs et des mitaines peut être aliénant pour beaucoup de personnes comme moi. Certes, ça peut attirer un certain type d'élèves. L'idée là, de répéter une combinaison qu'on vous a donnée contre un objet qui décide de rien. Mais moi, comme propriétaire d'entreprise, j'ai envie d'attirer des élèves qui ont envie de jouer, qui sont curieux, qui veulent être stimulés, qui ont envie de résoudre des problèmes, pas seulement de répéter des tâches aliénantes qui nous permettent de mettre notre cerveau à off. Cette motivation-là, elle vient de l'activité elle-même, pas d'une récompense extérieure. Et c'est elle qui fait qu'un athlète peut accumuler des milliers de répétitions vivantes sans qu'on ait à le pousser, sans qu'on ait besoin là, de lui parler d'être discipliné. Il faut aussi voir la méthode comme un filtre. Elle attire volontairement des élèves et des parents qui tiennent à protéger leur cerveau ou le cerveau de leurs enfants, qui veulent apprendre de façon dynamique et qui ont besoin d'être stimulés. Ce qui m'importe, c'est pas tellement les élèves que je rebute en mettant de l'avant cette méthode, mais d'attirer ceux qui, je le sais, vont vraiment comprendre ce qu'on cherche à faire et rester avec nous sur le long terme. Rendre l'erreur assez bon marché pour apprendre. Il y a un autre avantage du côté de l'apprentissage à pratiquer de cette façon. Quand se tromper coûte trop cher, on devient prudent. On retombe sur les 2 ou 3 solutions en qui on a déjà confiance. Mais si je veux qu'un athlète découvre des nouvelles solutions, il faut que l'erreur compte sans être trop coûteuse. Les jeux de touche à l'épaule permettent de rester longtemps sur la limite de l'échec. On peut essayer des entrées bizarres, on peut changer de garde, on peut trop s'engager, tester une main basse, on peut échouer, recevoir tout de suite de l'information de l'adversaire sans avoir à payer chaque essai avec des traumatismes crâniens. Et c'est ça, un des vrais buts de la pratique. Rendre l'erreur assez parlante pour être capable de changer des comportements et assez peu coûteuse pour qu'on soit capable de faire des milliers d'erreurs à l'entraînement.
Le sparring est le dénominateur commun. Dans l'histoire des sports de combat, les champions ont utilisé des doses très variables de course, de sac, de mitaine, de shadowboxing, de musculation, de drill décontextualisé. Mais il y a une chose que vous aurez du mal à retirer de la vraie capacité de combattre. L'opposition, la résistance. À un moment, un combattant compétent doit interagir avec quelqu'un qui cherche à l'arrêter. Alors pourquoi cette interaction résistante ne représente-t-elle qu'une fraction de l'entraînement traditionnel? Souvent, pour des raisons pratiques, le sparring classique coûte très cher, les gens se blessent, les débutants ne l'endurent pas en continu, les gens ont peur, les gens se traumatisent, il faut récupérer beaucoup. Alors on remplit le reste de la pratique avec des activités qui sont plus faciles à contrôler, comme le travail au sac, le conditionnement physique en groupe, etc. L'approche par contrainte pose, elle, une autre question. Et si on redessinait le sparring au lieu de le remplacer? Si on manipulait les cibles, l'espace, le pointage, les positions de départ, les actions permises pour que les athlètes passent plus de temps à résoudre de vrais problèmes de combat sans payer le prix physique complet d'un vrai combat? Eh bien, c'est exactement ce que vous regardez. Où sont les champions UFC qui utilisent cette méthode? L'objection évidente est facile à prévoir. Mais où est le champion du UFC produit entièrement par cette méthode? La réponse honnête est que l'approche est jeune et encore très peu utilisée. Une partie de la démonstration nous revient, ça c'est vrai. Mais un champion, c'est aussi une exception statistique. La génétique, les occasions, la chance, les partenaires, les blessures, le matchmaking, tout cela entre en ligne de compte lorsqu'il est question d'un champion. Et pour chaque champion qui frappe un sac, des milliers de gens en frappent aussi sans jamais devenir de bons combattants. Un champion ne peut pas valider un outil, une méthode à lui seul. Ce qui m'intéresse en tant qu'entraîneur et propriétaire de mon propre gym, c'est la fiabilité d'une méthode chez les gens ordinaires. Et ce qui m'a convaincu dans mon propre gym, c'est de voir des athlètes qui s'entraînent avec constance, continuer de progresser, certes à des vitesses différentes, avec des plafonds différents, mais qui réussissent néanmoins à devenir meilleurs pour tout ce qui touche à l'équilibre, les capacités d'entrée, de lecture, bref, la capacité d'adaptation et celle de résoudre des problèmes vivants. Ce que je cherche, c'est une progression fiable, pas que tout le monde bouge de la même façon. Et tout ça, ce n'est plus juste une théorie. Primal MKE organise ouvertement son MMA autour de jeux de sparring sous contrainte, et l'article mentionné plus tôt de 2024 sur l'écologie dynamique documente déjà des cas qui vont de l'amateur au champion professionnel. Tout cela ne clôt pas le débat, mais certainement ça le rend intéressant pour les années qui s'en viennent. Le coach conçoit le problème. Sur un point, cette méthode est plus dure pour l'entraîneur, car elle enlève la certitude. Si j'enseigne le jab idéal, je peux dire ton coude est croche, ton épaule est mal placée, tu n'as qu'à me copier. Et si l'athlète échoue, l'explication est facile, c'est que tu n'as pas assez drillé, tu n'as pas assez répété le même geste. Mais un système vivant, c'est plus compliqué, c'est plus salissant. Le même geste peut réussir une fois, échouer 10 secondes plus tard parce que la relation a changé. Un beau coup ne sert à rien si l'athlète ne voit pas l'ouverture pour le lancer. Un coup qui a l'air croche peut être parfait s'il est exécuté au bon moment. Le coach doit donc apprivoiser l'incertitude. Ça demande beaucoup d'humilité, pas moins d'expertise. Regardez l'écran encore une fois. Regardez encore les gens à l'écran. Certains ont commencé il y a quelques mois, d'autres s'entraînent depuis des années. Aucun n'est un combattant professionnel et pourtant l'environnement est riche. Chaque participant gère la distance et la garde, cherche à exposer différentes cibles. On les voit réagir aux frappes ratées, on les voit découvrir quelle feinte crée du mouvement. Ils apprennent ce que leur corps leur permet de faire. Rien de tout ça n'a exigé que je leur dise quel coup devait venir ensuite. Alors je reviens toujours à la même question. Si on peut préserver autant du combat, pourquoi le traumatisme cérébral routinier devrait-il être la chose qu'on tient absolument à garder? Ce que je propose au fond, je ne propose pas que les professionnels ne reçoivent jamais de coups à la tête en entraînement. Je ne dis pas qu'il faut jeter les sacs et je ne prétends pas que la méthode élimine le risque, ni qu'on a réglé à jamais l'entraînement du MMA. Ce que je propose, c'est de changer le point de départ. On commence par l'interaction. On garde l'opposition, la perception, l'action et la liberté de l'adversaire de résoudre le problème autrement que prévu. Ensuite, on ajuste les parties dangereuses selon ce qui est vraiment nécessaire. On rend le contact à la tête progressif, volontaire, consenti. Un amateur le réserve à certaines séances. Un hobbyiste apprend la frappe sans accepter l'exposition d'une carrière professionnelle. Un ado devient compétent avant de demander à son cerveau de payer le prix du sport. Jugez la méthode parce que les gens apprennent, pas par sa ressemblance avec notre vieille image de ce que c'est que d'être tough.
Et si c'était votre enfant? Pour les entraîneurs, un dernier test que je trouve utile. 2 minutes. Imaginez que l'athlète devant vous, c'est votre enfant. Vous voulez un enfant réellement compétent, qui ne développe pas une fausse confiance en lui, mais vous savez aussi que votre enfant pourrait s'entraîner 10 ans sans jamais gagner $1 à se battre et qu'il a des décennies de vie après la compétition. Et combien de contacts à la tête jugez-vous nécessaires? Combien ne sont au fond que de la tradition? Préféreriez-vous le voir passer 1 heure à frapper des cibles de toutes ses forces qui ne peuvent pas lui répondre, ou 1 heure à apprendre à résoudre le problème que pose un adversaire en mouvement en gardant toujours le contrôle du risque? Depuis que je suis parent et entraîneur, je ne peux plus ignorer cette question. Je veux que mes athlètes soient des combattants dangereux et des personnes en santé quand le combat ne sera plus le centre de leur vie. Et je crois que ces deux objectifs ne s'opposent pas et qu'au contraire, bien coacher, c'est chercher à atteindre les deux objectifs en même temps. Pour finir, le MMA ne sera jamais sécuritaire. Ce n'est pas la promesse de cette vidéo. Le sport contient beaucoup d'incertitudes, de collisions et de violence. Mais le danger, ce n'est pas tout ou rien. On peut décider où il est nécessaire et à quelle fréquence on y expose les athlètes. On peut créer des environnements de pratique où on se bat davantage en se blessant moins. Et c'est peut-être ça la conclusion surprenante de cette vidéo. Enlever les coups à la tête nous permet de faire plus de combats, de passer plus de temps devant des problèmes vivants, plus d'interactions, plus de décisions, plus de tentatives ratées, plus d'adaptation, plus de temps à la limite du problème, plus d'années dans le gym. Si vous êtes coach, ne me croyez pas sur parole. Essayez. Venez au camp d'entraînement qu'on organise au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Remplacez la tête par les épaules le temps d'un round ou deux. Donnez un vrai objectif à vos athlètes, puis tassez-vous du chemin. Regardez ce que ça donne. Regardez les yeux, les pieds, la distance, les feintes et les ajustements qui suivent les erreurs. Puis, reposez-vous la question. Est-ce que ce que je vois ressemble à un combat? Si la réponse est oui, alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir si le MMA peut se pratiquer ainsi, c'est peut-être de mesurer combien de dommages inutiles on a acceptés pendant trop longtemps simplement parce que personne ne nous a appris à imaginer la pratique autrement. À côté de pogne sur la côté du lavabo, là, il y a un